Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Le Premier ministre en campagne, à un mois du premier tour des départementales, Manuel Valls multiplie les déplacements et sonne la charge contre le Front National pour mobiliser l'électorat de la gauche. On en parle avec notre invitée ce soir, Laura Slimani, présidente des Jeunes Socialistes. Les exigences de Bruxelles après avoir accordé un délai de 2 ans à la France pour amener son déficit public dans les clous. La Commission européenne précise les objectifs que le gouvernement devra atteindre. 3,4% en 2016 et 2,8% en 2017. La France en est capable. Déclaration de Michel Sapin. Le micro trop tard d'Alex Darmon, votre rendez-vous décalé du vendredi. Cette semaine, il s'est rendu au Salon de l'Agriculture dans les pas du ministre Stéphane Le Foll. Mais avant de développer tous ces titres, quand Daesh s'attaque à la culture, regardez ces images de propagande tournées dans le musée de Mossoul, le deuxième plus important d'Irak. On y voit des djihadistes détruire des centaines d'œuvres d'art datant pour certaines de l'Antiquité. François Hollande a dénoncé la barbarie de l'État islamiste. L'UNESCO parle d'une tragédie culturelle et en appelle à la justice internationale. On écoute sa directrice générale. La plupart d'entre eux proviennent du site du patrimoine mondial d'Atra. Et c'est une destruction qui, à notre avis, est désastreuse. Ce sont des objets irremplaçables pour toute l'humanité, pour, je dirais, toute la culture humaine, parce que c'est le berceau de la civilisation. Quand on voit une statue qui est détruite parmi les premières civilisations, je dirais, assyriennes et tout ça, c'est une attaque contre nous tous. Après l'eau d'hier, Manuel Valls poursuit ce soir sa tournée pour soutenir les candidats socialistes aux élections départementales. Le Premier ministre est en Ille-et-Vilaine, près de Rennes, pour un nouveau meeting. S'il se défend de vouloir nationaliser ce scrutin, il entend néanmoins le politiser. Mounir Soussi. Il n'est pas candidat, pourtant il se comporte comme s'il était en campagne. Manuel Valls retrouve les ambiances de meeting pour mobiliser autour des élections départementales. À l'estrade, il désigne un adversaire, le FN, et déplace l'enjeu de ce scrutin local sur le terrain national. Examinons ces propositions au niveau national comme au niveau local. Et à quoi mènent-elles ces propositions? À l'affaiblissement de la France, à sa ruine, à la sortie de l'Europe et de l'histoire. Ce n'est pas la première fois que Manuel Valls cible le FN dans une campagne locale. Lors des municipales, alors ministre de l'Intérieur, il avait déjà réalisé une tournée anti-FN. Ce scrutin, que le chef du gouvernement de l'époque, Jean-Marc Ayrault, avait séparé des enjeux nationaux, s'était soldé par une débâcle et un remaniement. Manuel Valls prend le contre-pied de cette stratégie pour limiter l'ampleur de la défaite annoncée. Nationaliser, c'est une façon pour le Premier ministre d'essayer d'entretenir la flamme du 11 janvier qui a été utile. On l'a vu dans la partielle du Doubs. Sans cela, sans doute que le PS n'aurait pas été qualifié pour le second tour. Le Premier ministre va effectuer 15 déplacements dans tout le pays au cours des 20 prochains jours. Un moyen de partager sur le terrain avec les candidats le léger regain de popularité du gouvernement. Voilà pour les enjeux. À présent, quelques chiffres sur ces élections départementales. 18 000 candidats se présentent lors de ce scrutin. Qui sont-ils? Élément de réponse avec Saveria Rojek. À droite comme à gauche, plusieurs personnalités se présentent. 3 membres du gouvernement, Patrick Kanner dans le Nord, André Valigny en Isère et Ségolène Neuville dans les Pyrénées-Orientales. À noter que l'interdiction du cumul des mandats commence à porter son effet. Les parlementaires sont moins nombreux à briguer un mandat de conseiller départemental. Parmi les 108 parlementaires candidats, on compte 62 députés et 46 sénateurs, sans oublier 3 députés européens. 75 présidents de conseils généraux se représentent comme Jean-Noël Guérini à la tête des Bouches-du-Rhône, Henri Emmanuelli dans les Landes ou Jérôme Guedj dans l'Essonne. Côté UMP, Patrick Devedjian est candidat à sa propre succession dans les Hauts-de-Seine, comme Hervé Guémard en Savoie et Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes. Dominique Bussereau remplit lui en Charente-Maritime, tout comme le centriste François Sauvadet en Côte-d'Or. L'ancienne ministre Christine Boutin, elle, se lance dans les Yvelines à Rambouillet. Enfin, Bernadette Chirac, élue en Corrèze depuis 1979, ne se présente pas en son nom, mais elle sera tout de même suppléante dans le canton de Brive. Et notre invitée ce soir, Laura Slimani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente des Jeunes Socialistes, vous êtes également conseillère municipale de Rouen. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors est-ce qu'il faut que le gouvernement s'engage, que le gouvernement nationalise ce scrutin des élections départementales s'il veut les remporter ?
Je pense que c'est important quand on est socialiste d'assumer et de le dire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on ait des ministres qui soient sur le terrain. Ensuite, ce qui est important et ce qui fera le gros de la mobilisation, c'est celle des militants. Je sais par exemple que ce soir, il y a beaucoup de jeunes socialistes qui sont sur le terrain, dans le Tarn, dans le Calvados ou encore dans le Haut-Rhin, pour aller appeler les Français à aller voter, et notamment les jeunes, puisqu'on sait que lors des dernières élections, il y a eu énormément d'abstention chez les jeunes, alors que les départements ont une importance toute particulière pour leur vie, pour leur capacité à être autonomes, mais aussi pour lutter contre la pauvreté, parce que je rappelle que les 18-25 ans sont la catégorie la plus pauvre de la population et que ce sont les départements qui sont responsables des politiques de solidarité en France. Est-ce que vous pensez que les électeurs, les jeunes électeurs vont voter en fonction d'intérêts locaux, ou est-ce que pour eux, eh bien, c'est un scrutin qui a un impact national ? Je pense qu'il y a un petit peu des deux, bien évidemment. On ne peut pas nier le fait que ce qui se passe à l'échelle nationale va impacter leur vote, mais le département, c'est quand même très très concret au quotidien. Par exemple, dans mon département en Seine-Maritime, il y a un dispositif qui s'appelle le Pass Installation. Eh bien, c'est tout simple, c'est un chèque de 100 € que les jeunes qui s'installent en Seine-Maritime de manière autonome dans leur propre appartement peuvent ensuite dépenser pour acheter des biens d'équipement auprès d'associations et d'entreprises qui pratiquent l'insertion de personnes en difficulté et qui travaillent avec des biens recyclés. Bon, voilà, les départements aujourd'hui qui favorisent l'écologie et l'environnement, qui favorisent l'insertion des personnes en difficulté, tout en favorisant l'autonomie des jeunes, c'est des départements qui sont dirigés par les socialistes, et c'est ça qu'on dira aux jeunes en frappant un maximum de portes. Et pourtant, on sait que le Parti socialiste est fragilisé. Il arriverait, selon les intentions de vote, en 3e position. Derrière, le Front National qui arriverait premier et l'UMP en 2e position. Est-ce qu'il faut davantage de mobilisation, comme ça a été le cas lors de la législative partielle dans le Doubs, pour infléchir cette tendance ? Écoutez, nous, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de mobilisation. Après, les jeunes socialistes sont aussi très lucides sur la situation du pays, sont très lucides sur la désillusion chez de nombreuses personnes qui ont voté à gauche en 2012 et qui aujourd'hui ne se retrouvent pas dans la politique qui est menée, et notamment des jeunes. Et donc ça, nous continuons à le dire au gouvernement, mais en ce moment, le temps est à la mobilisation. Il risque de sanctionner le gouvernement, c'est ce que vous êtes en train de dire ? Je pense que les électeurs feront leur choix et que c'est pas à moi de le prédire, mais on sait très bien, on a vu les dernières élections partielles, que c'est difficile aujourd'hui pour les socialistes d'aller au combat, mais pour autant ils y vont parce que les politiques qu'ils mènent au niveau local sont souvent le bouclier, ou en tout cas ce qui aide un certain nombre de jeunes, mais pas uniquement des jeunes, des personnes âgées également, par exemple dans le cas des départements, à sortir la tête de l'eau et puis à vivre dignement. Donc c'est avant tout là-dessus que nous ferons campagne, parce que c'est ça qui compte quand on se bat pour avoir des départements de gauche. On sait que le gouvernement lance également une campagne pour inciter les gens à aller voter. Oui, je vote. Est-ce que les jeunes socialistes vont également être actifs pour mobiliser les jeunes ? Alors nous, on a d'abord fait une campagne d'inscription sur les listes électorales, comme chaque année, en décembre. Et puis là, effectivement, nous martèlerons les dates du 22 et du 29 mars partout en France. En ce moment, il y a beaucoup de porte-à-porte. On organisera peut-être aussi des pochoirs pour faire en sorte que cette date saute aux yeux en fait, des gens dans la rue, pour faire en sorte qu'un maximum de personnes aient effectivement cette information et puissent aller voter. Merci Laura Slimani, vous restez avec nous. Alors Internet est-il un bien public comme un autre ? Les États-Unis viennent de répondre oui en consacrant la neutralité du net. Les opérateurs ne pourront plus ralentir ou accélérer l'accès aux sites contre paiement. Qu'en est-il en France ? Les explications de Jérôme Rabier. C'est une décision historique pour les défenseurs de l'égal accès à Internet. Et le patron du régulateur américain des télécoms n'a pas caché sa joie au moment d'annoncer la nouvelle réglementation consacrée à la neutralité du net. Personne, que ce soit le gouvernement ou le secteur privé, ne doit contrôler l'accès libre et ouvert à Internet. Mais concrètement, qu'est-ce que la neutralité du net? C'est la garantie d'un égal accès au contenu diffusé sur Internet. Les fournisseurs d'accès américains étaient opposés au projet car ils pouvaient privilégier certains sites en échange d'une rémunération. Le risque, c'était la création d'un Internet à deux vitesses, où il y aurait par exemple, vous auriez un Internet où vous avez Facebook, Twitter, mais pas Wikipédia ou pas TF1.fr. Vous voyez, donc il aurait fallu payer un supplément pour avoir des sites en plus ou des choses de ce genre-là. En Europe, le débat est lui aussi engagé. L'ARCEP, l'organisme français de régulation, est en faveur du principe de neutralité, à condition qu'il bénéficie aux petits plutôt qu'aux grands groupes. Une position largement défendue. Je connais une entreprise qui fait de la diffusion de vidéos
par Internet, qui est une petite PME, elle ne pourrait pas réussir à avoir, si elle n'avait pas accès aux tuyaux de manière aussi souple qu'un gros, parce qu'on n'a pas les moyens de payer, eh bien il pourrait pas se développer, alors que c'est des sociétés qui existent en France, qui existent en Allemagne, qui existent en Angleterre et qu'on connaît. Dans les semaines et les mois à venir, la Commission et le Parlement européen doivent se saisir du sujet. La décision américaine est aussi une manière de leur mettre la pression. Leur décision ne manquera pas d'être scrutée. À présent, on revient sur cette polémique dont se seraient bien passés les Restos du Cœur. Il s'agit de la dernière chanson des Enfoirés qui oppose deux générations. Elle a enflammé la toile toute la vie. C'est un titre écrit par Jean-Jacques Goldman. Vous avez entendu ces paroles, Laura Slimani. Vous aviez tout, liberté, plein emploi. Nous, c'est chômage, violence et sida. Est-ce que c'est réactionnaire ? Alors cette phrase-là, elle n'est pas réactionnaire, elle est par ailleurs assez réaliste. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui sont dans effectivement un environnement qu'ils voient de manière assez pessimiste. Mais il faudrait vous bouger, c'est ce que disent les paroles exactement. Voilà, ce qui est plus compliqué en fait dans cette chanson, et c'est ce que beaucoup de jeunes d'ailleurs ont relevé sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle donne une vision de la jeunesse qui serait feignante, je m'en foutiste, très matérialiste, prête à troquer sa jeunesse contre une caisse, contre une voiture. Et en face de ça, on a des adultes complètement moralisateurs qui leur disent bouge-toi, c'est à toi de changer les choses. La première chose, c'est quand même que les jeunes n'ont pas attendu les Enfoirés pour essayer de bouger les choses et qui sont extrêmement engagés dans les associations. Je pense notamment au secteur de l'économie sociale et solidaire, qui est un vrai nouveau secteur de l'économie dans lequel il y a des jeunes avec des start-up qui créent de l'emploi. Henri Goldman s'est quand même défendu dans un communiqué. Eh bien, il a dit que la chanson se termine en faisant confiance à l'avenir. Ce message d'espoir, vous l'entendez quand même ? Bien sûr, et je pense qu'il s'agit avant tout d'une maladresse, mais qu'elle reflète parfois ces préjugés qui sont extrêmement présents dans toute une partie de la population vis-à-vis des jeunes. Et nous, ce qu'on dit en tant que jeunes socialistes, mais aussi au sein du Forum français de la jeunesse, c'est que c'est toujours mieux de laisser les jeunes parler de leur génération et faire des propositions qui les concernent, puisque comme ça, on se garde un petit peu d'avoir les clichés dans lesquels on tombe. Mais je veux simplement souligner, pour terminer, qu'à côté de ça, les Restos du Cœur mènent un travail formidable, extrêmement important, et que c'est quand même 130 millions de repas par an. Et donc, évidemment, il ne faut pas que cette polémique nuise à l'action de ces bénévoles au quotidien. Merci beaucoup Laura Slimani d'avoir été notre invitée ce soir. Vous restez peut-être pour regarder Le Regard décalé d'Alexandre Darmon avec son micro-trottoir. Il s'est rendu cette semaine au Salon de l'Agriculture. On regarde tout de suite. Ah, c'est énorme, ce Salon de l'Agriculture, c'est énorme. Cette semaine, dans le micro-trottoir, on troque le trottoir contre la paille. On est au Salon de l'Agriculture, mais est-ce que les Français ont cette fibre paysanne? On va aller voir ça. Allez les gars, prenez vos affaires, on bouge. C'est quoi pour vous l'agriculture française? C'est le bon manger. Lorsqu'on mange de la viande, on sait d'où ça vient. Je pense qu'elle est dynamique, malgré qu'il y ait beaucoup de difficultés dans le monde paysan, en particulier je crois, au niveau des revenus. Pas mal. Pas mal, ouais. Ce qui est génial en France, c'est les AOP, les IGP. Qui la RATP aussi, non, pas la RATP. Ce sont un petit peu avec ces normes européennes qui nous paralysent complètement, qui nous enchaînent. Et c'est quoi vos animaux préférés, vous? Moi, les chevaux. Les chevaux, et toi? La girafe. Oh pardon, je me suis trompé. Mais je sais pas si je veux être pompier ou agriculteur. Un agriculteur français en un mot. Un homme bien, un chef d'entreprise, je pense. Vous auriez pu être agricultrice vous-même? Ah bah certainement si j'avais épousé un agriculteur. Si j'avais été agriculteur, vous auriez voulu être agricultrice? On aurait une ferme ensemble. Ah, c'est mignon. C'est mignon, mais c'est non. Non, désolé. Bah, c'est pas grave, je serais pas agriculteur. Monsieur Le Foll, est-ce que vous auriez pu être agriculteur, vous? Ouais, il y a eu un moment où j'ai passé un BTS agricole, ça aurait pu, ouais. Ça aurait pu. Donc les cheptels ont augmenté, et puis il y a tout un travail de gestion derrière, c'est plus que de l'élevage, il y a autre chose. On a bien travaillé de faire le travail de bras, hein. Tandis qu'aujourd'hui c'est le moderne, on n'est plus du jour. Hein. Allez, tout le monde rentre. Allez, vous êtes tout le temps ça en agriculture. Hein. C'est des journées de fou les journées de Le Foll. Oui, c'est des journées de fou, ouais, c'est le coup de le dire. je suis d'accord. On n'a pas le temps là. Allez. Ils sont fatigués en même temps. On leur demande trop en très peu de temps. Allez. Merci. Merci. C'est la fin de cette édition. À suivre, La Politique, c'est net qui revient cette semaine sur Le Vin Connecté. Bonne soirée à tous.